Mesdames et messieurs, aujourd'hui s'est tenue la 49e réunion du Conseil franco-allemand des ministres de l'économie et des finances. Nous nous félicitons que le collègue Michel Sapin soit venu de Paris, de France, le ministre français de l'économie et des finances, parce que l'ancien ministre de l'économie a démissionné, et ainsi que et puis nous accueillons également M. Weidmann et M. Villeroy de Gallo, ainsi que M. Wolfgang Schäuble, ministre des Finances allemand. C'est une réunion traditionnelle. Il n'en reste pas même que nous avons traité de la question des questions d'actualité, des défis des ministres de l'économie et des finances où nous pouvons coopérer entre la France et l'Allemagne. Ceci se fait aussi bien au niveau du travail quotidien des ministres des Finances, mais nous ensemble avons également un certain nombre de sujets qui nous préoccupent en tant que ministre des Finances et de l'économie. Je commence pour l'aspect le plus important, la question de savoir comment créer la réussite durable au niveau économique, croissance économique non seulement dans notre pays, qui est actuellement en bonne situation, mais nous savons également en Allemagne que la réussite économique et la dynamique économique ne peut persévérer si nous ne créons pas les bonnes conditions cadres, également en France et dans l'ensemble de l'Europe, parce que finalement, nos deux pays dépendent que l'Europe se remette de la crise économique plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. Dans ce contexte, le plan Juncker joue un très grand plan, le Fonds européen des investissements, qui actuellement est en cours de révision, où nous voulons savoir qu'est-ce qui a fait ses preuves, qu'est-ce qui a fait échec, et puis la proposition qui trouve notre soutien d'élargir ce fonds, mais également de tenir compte des expériences que nous avons faites jusqu'ici avec ce fonds. Moi, personnellement, je pense qu'il est important d'investir non pas dans des petits projets à travers toute l'Europe, parce que ceux-ci ne déploient pas des effets durables. Nous devons investir là et associer des investissements privés où il en va de la compétitivité des États membres et de l'ensemble de l'Union européenne, où nous pouvons élargir cette compétitivité, parce qu'à terme, nous aurons que le succès économique et nous garantirons l'emploi seulement si ce continent reste aussi fort en termes de compétitivité et s'il la renforce, la compétitivité, parce que nous devons faire face à la concurrence internationale. À ceci, il faut associer le développement et l'élargissement de l'infrastructure numérique, le marché du numérique, l'application harmonisée de réglementation de base de la protection des données, la qualification des travailleurs, des employés, mais également dans l'objectif qu'en début des années 2020, de disposer de l'infrastructure la plus moderne en termes numériques à travers du monde entier. Deuxième sujet que l'Allemagne et la France attaquent avec d'autres pays de l'Union européenne, nos investissements dans la microélectronique, jusqu'en 2020, 6,5 milliards d'euros. Les États membres, 30%, l'industrie concernée, 70%. L'Allemagne, à elle seule, mettra à disposition dans le budget 1 milliard d'euros d'ici 2020. Il s'agit là d'un projet conjoint d'intérêt européen partagé, parce que nous pouvons participer à ici si les évolutions dans la microélectronique restent aussi performantes qu'ils l'ont été par le passé. Deuxième sujet qui préoccupe surtout les collègues français, que peuvent faire la France et l'Allemagne ensemble pour faire évoluer encore les conditions améliorées pour les start-up, amélioration qui a déjà faite par les dernières années. Paris et Berlin sont les grands sites intéressants pour les start-up, mais non seulement pour les entreprises françaises et allemandes. Il y a de nombreuses entreprises qui ont des sites, des implantations
de part et d'autre du Rhin et nous avons convenu tous les trois de la question de savoir comment créer un fonds des fonds dédié à la croissance qui soutiendra aussi bien les entreprises françaises que les entreprises allemandes jeunes qui veulent se développer pour améliorer les conditions de capitaux risques. C'est également un problème que nous avons évoqué aujourd'hui. Concernant les autres sujets, d'autres collègues interviendront. Voilà les sujets auxquels je voulais me limiter. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Économie, cher Sigmar. Ça me fait très plaisir d'être de nouveau à Berlin, à la fois avec les mêmes, mais dans une configuration légèrement différente, et avec Christophe Sirugue à mes côtés, qui, en tant que secrétaire d'État à l'industrie, a tout de suite été confronté à un certain nombre de problématiques lourdes, mais aussi qui connaît à la fois les qualités, les capacités de l'industrie française de se développer, mais qui sait que ceci ne peut se faire de manière efficace que dans le concert européen et en dialogue avec notre principal partenaire qui est l'Allemagne. Après avoir eu les échanges que nous avons habituellement avec Wolfgang Schäuble sur les sujets qui nous concernent, mais aussi avoir vu avec toi, Sigmar, un échange, nous avons travaillé de manière très utile. Je ne veux pas répéter ce que tu as dit et très bien dit. Je voudrais mettre le focus sur 2 ou 3 sujets. D'abord, notre analyse de la reprise de la croissance en Europe, c'est que cette reprise est réelle, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et qu'il faut pouvoir, au-delà des difficultés qui peuvent être causées ou craintes par le Brexit, au-delà des difficultés qui peuvent être causées ou craintes par l'évolution de tel ou tel grand partenaire international, je pense en particulier à quelques grands émergents comme la Chine, nous devons utiliser toutes les qualités, toutes les capacités qui sont les nôtres en Europe pour faire en sorte que cette croissance soit plus forte, durable et, en particulier dans un pays comme la France, porteuse en emploi, de manière à faire reculer le chômage et tout particulièrement le chômage des jeunes. La coordination donc de nos politiques est absolument indispensable pour être efficace. En France, vous le savez, la croissance est sera cette année aux alentours de 1,5%. Pour les bons connaisseurs, un chiffre ce matin a corrigé légèrement le chiffre du 2e trimestre, qui est un trimestre décevant, mais qui vient après un premier trimestre extrêmement fort, extrêmement puissant, et tout ceci ne remet absolument pas en cause les prévisions de croissance de l'ordre de 1,5% pour 2016 et pour 2017. Je rappelle que pour ce qui est de la France, ce n'est pas vrai pour l'Allemagne, ce sont des chiffres beaucoup plus élevés que ceux des années précédentes et qui, à ce stade-là, permettent de créer un nombre d'emplois suffisant pour faire reculer le chômage, puisque le chômage a reculé en France depuis le début de cette année. Nous avons aussi parlé des questions qui touchent au système financier et au système bancaire. Nous avons besoin d'un secteur bancaire au service de l'économie réelle, qui vienne appuyer la reprise de l'investissement de nos entreprises, puisque la reprise de l'investissement des entreprises est réelle, je crois, dans l'ensemble de l'Europe et tout particulièrement en France. Et pour ça, nous avons redit ensemble combien nous étions préoccupés par certaines évolutions ou certaines réflexions au sein, les bons spécialistes ici sauront de quoi je parle, de Bâle III, et combien nous souhaitions que si des évolutions doivent intervenir, elles se fassent sans demander, sans accroître les exigences de capital de nos banques, qui doivent certes être plus sûres qu'elles l'ont été, et beaucoup de règles supplémentaires bienvenues leur permettent d'avoir cette sécurité, mais aujourd'hui, la question c'est aussi d'avoir les capacités de venir financer l'économie réelle et les entreprises, donc il ne faut pas les gêner dans ce domaine. Deuxième focus, très rapidement, nous avons beaucoup travaillé autour de ce que nous avons appelé l'esprit de Bratislava. L'esprit de Bratislava, c'est la déclaration des chefs d'État et de gouvernement qui a en particulier souligné la nécessité, d'une part, de soutenir l'investissement, toujours l'investissement, avec la mise en œuvre jusqu'au bout et l'amplification du plan dit Juncker ou de l'EFSI, avec une volonté aussi de faire le bilan
sur ce qui a été fait jusqu'à présent, de voir ce qui a bien marché, éventuellement de voir ce qui a moins bien marché, de manière à être encore plus efficace, plus simple et plus rapide pour l'avenir. La deuxième préoccupation qui a été exprimée à Bratislava et qui a des conséquences pour nous, c'est la question de la mise en place de fonds qui seraient dédiés à la sécurité ou dédiés à la réponse aux défis des migrations, avec une capacité d'intervention sur les territoires les plus fragiles, en particulier en Afrique. Et sur cela, nous allons devoir travailler très précisément et concrètement pour savoir quelles sont les bonnes modalités, dans quelles conditions, avec quel mécanisme de gouvernance, pour pouvoir déboucher le plus rapidement possible dans le concret, après l'impulsion qui nous est donnée par les chefs d'État et de gouvernement. J'ajouterai la préoccupation jeunesse, avec la réaffirmation par nous tous combien il était nécessaire de faire en sorte que les jeunes soient mobiles, que les jeunes soient formés, tout particulièrement, je le dis pour la France, dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes, et nous avons beaucoup à tirer des exceptionnels résultats du système d'apprentissage en Allemagne. Enfin, nous avons abordé l'agenda du G20, dont chacun ici sait qu'il sera dans quelques jours présidé par l'Allemagne, et tout particulièrement s'agissant des G20 Finances par Wolfgang Schäuble. Et j'ai redit combien nous attachions de l'importance, je crois que c'est partagé, à aller jusqu'au bout très concrètement dans la lutte contre l'optimisation fiscale, dans la lutte contre le financement du terrorisme et aussi dans l'analyse des surcapacités qui peuvent exister dans tel ou tel secteur, tout particulièrement le secteur de l'acier. Vous savez que ce sujet a été acté dans les déclarations du G20 il y a quelques jours. Il faut maintenant en tirer là aussi toutes les conséquences. Merci. Minister Schäuble. Ich will zu dem, was Je voudrais apporter seulement quelques compléments à ce qui vient d'être dit par Sigmar Gabriel et Michel Sapin. Nous avons longuement discuté à 2, tout d'abord, à 3, puis à 5, sur le vote britannique et sur les conséquences pour le secteur financier, comment le stabiliser davantage et pour réduire les effets négatifs sur l'Europe. Alors, il faut chercher des solutions européennes à condition que les Britanniques sachent plus exactement ce qu'ils veulent. Nous avons également dit conjointement, tous les Européens sont d'accord sur ce point. Michel Sapin l'a dit aussi. Donc, les règles de Bâle III qui seront finalisées d'ici la fin de l'année. Et dans ce contexte, il faut éviter une pénalisation spécifique des banques européennes qui s'explique par une différence de leur structure, des capitaux de marché et des différences dans les normes comptables. Nous en avons déjà discuté à la réunion des ministres des Finances du mois de juin. Déjà à l'époque, on a constaté que les règles ne sont pas encore complètement finalisées. Et bien sûr, nous sommes unanimes pour dire que les règles que nous nous sommes données dans le domaine de la restructuration des banques, dans la directive BRRD, les règles en matière de bail-in, de renflouement interne, il faut respecter ces règles pour trouver une solution concernant le coussin de fonds propres. Donc, coussins qui doivent être constitués par les banques. Ce sont des questions difficiles, des questions détaillées, mais nous cherchons toujours une solution franco-allemande et nous l'avons trouvée d'ailleurs. Solution qui fera également avancer les débats à Bruxelles. Pour ce qui est des investissements, ils sont les clés. La clé
de l'activité économique. Dans ce contexte, il faut poursuivre l'initiative EFSI, mais grâce à l'évaluation, nous voulons nous assurer à ce que l'idée principale se réalise, à savoir des investissements dans les grands projets, des investissements qui attirent du capital privé et puis avoir des projets transfrontaliers et en même temps, il faut qu'il y ait une pression à travers l'Europe en matière de déréglementation. Et puis, l'union énergétique, là aussi, c'était un objectif du plan Juncker. Il faut donc libérer les potentialités qu'il faut épuiser pour réaliser nos objectifs européens. Nous avons parlé de l'EFSI et puis du PIE, du plan d'investissement extérieur, pour réaliser l'idée des chefs d'État et de gouvernement et de la Commission européenne de regrouper toutes les mesures qui existent dans le domaine du développement et de la coopération économique, et ceci concernant nos voisins africains du nord de l'Afrique et au-delà. Et de cette manière, donc, d'alléger la pression migratoire et de promouvoir l'évolution économique dans cette région concernée. Et dans le volet finance du G20, nous allons également nous focaliser sur l'Afrique et sur l'amélioration des conditions d'investissement en Afrique. Ce sera une priorité de notre présidence du G20. Bâle 3, je crois, j'en ai déjà parlé. Nous sommes tout à fait d'accord sur les exigences en matière de fonds propres. Nous sommes unanimes et on fera tout pour éviter une pénalisation des banques européennes dans le domaine de la régulation. Et j'ai eu beaucoup de plaisir de revenir ici au ministère de l'économie et j'ai eu le plaisir de retrouver mes amis français. Moi aussi, je voudrais apporter deux compléments. Bâle 3, on en a déjà parlé. Bâle 3, c'est un des enseignements principaux que nous avons tirés de la crise pour augmenter la résilience des institutions financières en améliorant des fonds propres suffisants et de qualité. Mais Bâle 3 ne doit pas devenir Bâle 4 et l'enceinte qui regroupe les gouverneurs de banque centrale et les superviseurs, cette enceinte a confirmé que les nouvelles règles ne déboucheront pas sur une augmentation significative supplémentaire des exigences en fonds propres. Donc, le résultat qu'on trouvera doit être équilibré du point de vue régional et je crois sur ce point, nous sommes tous d'accord. Je voudrais également parler brièvement de la situation économique qui est tributaire du contexte international. La bonne nouvelle, l'économie mondiale, elle croît à un rythme de 3%. Pendant l'année en cours, la dynamique est faible, les émergences sont stabilisées, ce qui s'explique par la remontée des prix des matières premières et du pétrole. Dans de nombreuses régions, la croissance est modérée. La demande est freinée par le fait que les entreprises et les ménages privés veulent se désendetter. Le problème fondamental, c'est une trajectoire de croissance trop plate. Il y a seulement une faible volonté de faire des réformes structurelles et selon les calculs de l'OCDE, on peut y trouver la preuve. Alors, cela doit être le point d'attaque de la politique économique. Puis, il y a un autre aspect qui pèse sur l'Europe, c'est le référendum britannique. Les observateurs avaient craint
des distorsions substantielles sur les marchés financiers, mais nous savons que la réaction a été sereine, ce qui s'explique également par un assouplissement monétaire supplémentaire décidé par la Banque centrale britannique. Et les chiffres durs, chiffres économiques durs du Royaume-Uni ne témoignent pas de ce freinage, mais il existe une inquiétude, une insécurité sur la forme que prendra le contrat de divorce. Donc, il y a eu des effets à court terme, effet faible sur la reprise européenne. Cet effet a été limité. Le deuxième trimestre a été plus faible par rapport au premier trimestre. C'est vrai aussi pour la zone euro, comme l'a dit Michel Sapin pour la France également. Mais nous tablons sur une accélération de la demande intérieure vers la fin de l'année, car l'amélioration du marché du travail soutient les revenus des ménages, les coûts de financement sont faibles, donc cela devrait déclencher des investissements, surtout dans le domaine des logements. Alors, les prévisions de croissance du EMF d'il y a 15 jours, prévisions pour 2016, restent à 1,6% pour 2016, même ordre de grandeur pour 2017 et 2018. Donc, malgré l'insécurité liée au référendum britannique, on pense aujourd'hui qu'à court terme et moyen terme, ce vote n'aura qu'un effet limité sur la croissance. Il faut néanmoins savoir que le Royaume-Uni est très proche, très lié à l'Union européenne. Donc, si l'accès au marché sera limité, cela aura des conséquences et pour la Grande-Bretagne et pour l'Union européenne. La stabilisation conjoncturelle fait augmenter le renchérissement en Europe. Donc, la pression interne augmente aussi de manière modérée. Donc, à la fin de la période en considération, à la fin de 2018, on arrivera à un taux d'inflation qui correspond à l'objectif de stabilité de prix de la BCE. Donc, la BCE n'a pas pris de nouvelles décisions monétaires, mais veut laisser du temps aux mesures déjà prises pour faire jouer ses effets. Les impulsations budgétaires ne sont pas envisagées actuellement. La zone euro n'en a pas besoin. Parfois, les États n'ont pas besoin de la marge budgétaire nécessaire. Car il ne faut pas oublier qu'en 2018, par rapport à l'objectif de moyen terme, 75% des membres de la zone euro seront loin d'une position budgétaire équilibrée. Le projet européen est mis en question de plus en plus par nos citoyens. Donc, dans un tel contexte, il sera décisif pour la crédibilité de l'Europe de respecter les règles fixées. Donc également la règle d'un budget équilibré. Je suis le dernier intervenant, donc tout a été déjà dit. Je parlerai en français. Sur deux sujets. Sur la situation économique, nous avons effectivement constaté, et je crois que c'est une bonne nouvelle, que la croissance européenne et la croissance dans nos deux pays est résiliente, malgré le Brexit. Mais il faut effectivement l'amplifier, comme l'ont dit les ministres. Et je crois que la clé pour amplifier, c'est l'investissement. Et nous avons beaucoup parlé d'investissement aujourd'hui, d'investissement public, notamment à travers le plan Juncker, mais aussi d'investissement privé. Je crois qu'il faut se rappeler que la zone euro a un atout formidable, c'est une épargne abondante. Et nous avons un surplus d'épargne sur l'investissement de plus de 300 milliards d'euros chaque année à l'échelle de la zone, que nous devons mieux utiliser pour l'investissement public et surtout privé. Nous avons aussi parlé de la trajectoire d'inflation. Selon nos prévisions communes à la Banque centrale européenne, nous devrions passer le cap du 1% d'inflation au début de l'année prochaine et atteindre 1,6% en 2018, ce qui nous rapproche de notre cible. Et je crois que c'est en bonne partie, effectivement, grâce à notre politique monétaire commune
qui est adaptée. Elle a préservé la zone euro du danger grave de la déflation. Elle a préservé l'Allemagne, comme la France, du danger grave de la déflation. Et elle permet aujourd'hui un retour progressif vers notre cible d'inflation modérée. Le deuxième complément est juste sur les sujets financiers, mais les deux ministres des Finances en ont parlé. Nous allons effectivement poursuivre notre travail commun franco-allemand pour essayer d'aboutir sur Bâle III à un résultat qui soit aussi satisfaisant pour l'Europe. C'est une action commune et vraiment nos deux pays travaillent étroitement ensemble là-dessus. Et je cite pour terminer un autre sujet sur lequel nous allons travailler ensemble, c'est la question des infrastructures européennes de marché après le Brexit. C'est une question qui est devant nous et qui va dépendre aussi des négociations avec la Grande-Bretagne, mais qui est évidemment une question très importante pour la croissance en Europe et pour la stabilité financière en Europe. Noah Barkin von der Nachrichtenagentur Reuters. Vielleicht eine Frage an Noah Barkin de Reuters. Une question adressée à M. Schäuble et M. Sapin. Le ministre des Affaires étrangères britannique a dit hier qu'à son avis, il n'y avait pas de lien entre le marché européen unique, le marché intérieur, et la libre circulation. Il parlait de baloney. Je ne saurais le dire en allemand ou en français. Enfin, du saucisson, du pâté, enfin. Je voudrais avoir une réaction à cette expression, ce message du ministre des Affaires étrangères. Je pense que nous avons tous les deux jeté un regard parce que nous avons l'habitude de bien respecter les ministres des Affaires étrangères. Si au-delà nous pouvent faire quelque chose, nous envoyons au ministre des Affaires étrangères de la Reine le contrat de Lissabonne, le traité de Lissabonne. Et celui-ci a quelque chose à faire avec la liberté de circulation en quatre s'il y a besoin d'éclaircissement, nous allons lui aider dans sa langue maternelle. Langue maternelle, mais oui, il y a 4 libertés. Ces 4 libertés sont indissociables. Et donc, si on veut faire un bon pâté européen, il faut qu'il y ait ces 4 libertés qui constituent le pâté en question. Ja, Theo Gerst, Deutschlandfunk. Theo Gerst de Deutschlandfunk. Une question à M. Sapin et M. Schäuble. Avant le sommet de Bratislava, il y a eu une rencontre à Athènes sur invitation de M. Tsipras où M. Hollande a participé d'une manière démonstrative. Donc, la question à vous, à M. Sapin, est-ce que la France, en termes de discipline budgétaire, devient un pays de l'Europe du Sud, ce qui n'aurait pas une bonne consonance en Allemagne? Et à vous, M. Schäuble, est-ce que sur cette question, il y aurait une sorte d'alliement entre la France et l'Allemagne, parce que vous êtes quelqu'un qui réclame la discipline budgétaire depuis des années, ce qui est important pour maintenir la confiance et la crédibilité de la politique budgétaire. C'est très important. Et nous ne pouvons rien à cette géographie. D'ailleurs, la France est plutôt des aptitudes, des qualités qui lui tiennent de sa géographie, qui fait que nous sommes bordés par au moins 2 mers, si ce n'est 3, et dont la mer Méditerranée. Donc je ne vais pas refuser cet effet bénéfique d'une mer Méditerranée qui d'ailleurs nous attire beaucoup de touristes, y compris allemands, qui trouvent que les bords de la Méditerranée, mais ça doit être vrai aussi en Grèce, présentent des attraits considérables en termes de repos et de vacances. Plus sérieusement, il ne faut pas regarder les géographies, il ne faut même pas regarder les rencontres, il faut regarder les faits. Et je sais que les Allemands, ils ont raison, sont attachés à la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que la France, en 2015, non seulement a respecté ses engagements, mais a fait mieux que ses engagements, avec un déficit de nos finances publiques qui a été inférieur à ce que nous étions en commun fixés avec les institutions européennes, que cette année, en 2016, je rappelle l'objectif de 3,3%, je n'ai aucune raison, et je crois que personne
ne doute du fait que nous allons atteindre ces objectifs, compte tenu de l'évolution de la masse salariale, compte tenu de l'évolution d'un certain nombre de dépenses, et en particulier des collectivités territoriales en France. Et pour 2017, où nous sommes en train d'élaborer et nous allons présenter les textes financiers qui concernent aussi bien l'État que la sécurité sociale, nous le faisons avec une volonté extrêmement ferme, c'est de présenter des documents qui, à politique inchangée, j'en suis responsable au moins jusqu'au mois d'avril ou de mai prochain, pour la suite nous verrons, à politique inchangée, nous avons des documents qui nous permettent de respecter nos engagements. Donc la France respecte ses engagements pour deux raisons. D'abord parce que c'est son intérêt, c'est l'intérêt de la France de maîtriser ses déficits, de les faire diminuer progressivement, de stopper l'augmentation de sa dette, et nous avons stoppé cette année, nous la verrons diminuer l'année prochaine de sa dette, parce que sinon, chacun le sait, ce sont les générations suivantes qui vont devoir payer les avantages qui seraient accordés à ceux d'aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est que la France est un partenaire, et un partenaire confiant, un partenaire solide au niveau européen. Et que respecter les règles européennes, c'est quand même la moindre des choses pour un pays actif en Europe, dont tout le monde demande, avec l'Allemagne, qu'elle porte aujourd'hui un discours positif sur l'Europe, un discours allant, un discours tourné vers l'avenir, et c'est parce que nous respectons cette discipline, au bon sens du terme, que, me semble-t-il, la France, avec l'Allemagne et avec d'autres, peut jouer totalement son rôle en Europe. Vous voyez, la question que vous m'adressez dispense de tout fondement. Je fais tout à fait confiance à la France et à son ministre des Finances, et j'ajoute que lorsqu'on lit le communiqué de presse des chefs d'État, de gouvernement des pays de la Méditerranée, on a peu de raisons de se poser cette question. Donc la France et l'Allemagne coopéreront étroitement, et Michel Sapin, de toute manière, continueront de faire tout ce qui est possible pour y contribuer. Thibault Motte. Je voudrais revenir sur la question du Brexit et sur le passeport européen. Est-ce que M. Schäuble et M. Sapin, vous êtes d'accord avec M. Weidemann qui a dit cette semaine que pour que la Grande-Bretagne conserve ce passeport européen, il faut qu'elle fasse partie de l'espace économique européen? Mich hat sehr gefragt, ob Sie mit mir einverstanden sind. Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il va de soi. Je réitère. Tout d'abord, il faut attendre ce que le gouvernement de Sa Majesté décide. S'il nous demande conseil, mais nos conseils ont peu été utiles parce que nous avions conseillé de ne pas voter le Brexit. Enfin, nous avons convenu entre nous que si la Grande-Bretagne prend sa décision, nous allons tout tenter pour que ceci cause le moins possible de dommages au marché européen, et c'est clair, et il est également clair qu'en Europe, la régulation et la surveillance, supervision des marchés financiers en Europe, ceci doit se situer à l'intérieur de l'Union européenne et pas à l'extérieur. Tout ceci est suffisamment clair, et maintenant il faudra voir ce que la Grande-Bretagne en conclut. Et sur la base de ces principes, nous allons faire tout ce qui est possible.